Voilà, monsieur de Charneux. Bien, je pense, chers amis, que nous sommes de nouveau connectés par la magie du virtuel, avec la difficulté, premièrement, d'avoir parfois une connexion qui n'est pas toujours très bonne, et deuxièmement, je ne vous vois pas, ce qui est évidemment toujours très difficile pour faire un cours de bonne qualité. Toutefois, je vous remercie vivement de votre fidélité, de votre présence à cette Scherverhagen, qui, qu'on le veuille ou pas, est au cœur des préoccupations humanistes de notre université. Et je vais vous proposer aujourd'hui un cours qui est un cours sur ce qu'on pourrait appeler la franc-maçonnerie et le progrès, qui recoupe la thématique annoncée au départ. Alors, la première chose que je voudrais aborder avec vous, c'est la question pratique des questions. Les questions sont les suivantes. Vous les amenez petit à petit au fil de l'exposé. Vous les écrivez, ce sera toujours écrit. À la fin d'exposé, nous reprendrons les questions et nous tenterons d'y répondre dans la mesure du possible. L'exposé va durer plus ou moins 1 heure. Le plan général est un plan de présentation que vous allez suivre via les slides. Vous verrez que c'est assez simple à suivre comme cours. Le fil rouge du cours, c'est, comme je viens de le dire, l'idéologie du progrès confrontée à l'idéalité maçonnique. Ça nous donne à penser à tous et je crois que c'est une thématique qui nous intéresse aujourd'hui plus que jamais. Toujours dans le cadre des références pratiques, je vous ai mis, et vous le voyez maintenant à l'écran, et je remercie Françoise et Shannon qui sont là derrière en train de travailler techniquement pour que ce cours soit le plus clair possible, des références sur le web où vous pouvez découvrir des éléments filmés sur YouTube qui touchent la franc-maçonnerie en général et les mystères en particulier. Vous trouverez des émissions YouTube toutes récentes, notamment que j'ai tournées, sur la franc-maçonnerie avec les découvertes des temples de la rue de Laeken et toute leur symbolique, toute leur richesse symbolique. Allez voir, notamment, on voit les temples vus par drone. Je crois que c'est la première fois, c'est vraiment intéressant comme vue, mais aussi des interviews savantes d'Henri Charpentier, de Xavier de Scuter, de Eugène Warmenbol, qui a été titulaire de la chaire Verhagen il y a quelques années à peine. Annie Born, conservatrice du musée maçonnique. Vous verrez un ensemble donc de capsules qui vous permettent d'avoir une idée aussi transversale par rapport à la thématique que j'aborde dans ces leçons. De même, sur les mystères antiques, vous verrez plusieurs capsules qui sont intéressantes à cet endroit. Permettez-moi d'indiquer une d'entre elles qui ne tombe pas directement sous le sens quand on visite le site, la chaîne, c'est celle qui touche les forgerons du Kasaï. Donc vous verrez les forgerons de la République démocratique du Congo. A priori, on n'imagine pas qu'il y a les mystères là derrière. Il s'agit d'une confrérie initiatique dont un docteur devenu professeur au Congo du LB est membre et sur laquelle il a mené des études. Allez voir, c'est vraiment intéressant. Vous allez découvrir au fond une société initiatique à mystère contemporaine. Je trouve que c'est un moment même assez émouvant dans la captation des émissions de la pensée des hommes. Je rappelle donc que celle-ci a pour mission aussi de mettre en évidence certains de nos enseignements et leurs spécificités à l'Université libre de Bruxelles. Alors donc, mon petit exposé s'intitulera « Entre progrès et espoir ». J'ai un peu raffiné le propos qui au départ pouvait sembler assez idéologique.
Et j'ai pris comme première image qui apparaît là maintenant devant vous, une locomotive. Alors, pourquoi une locomotive? C'est un peu étrange. Eh bien, pour une raison très simple. Si vous voulez imaginer l'histoire du monde, à coup de marteau, aurait dit Nietzsche, vous vous rendrez compte qu'Alexandre le Grand et Napoléon allaient à la même vitesse, celle d'un cheval de luxe. Dans les 30 années qui suivent la mort de Napoléon, les hommes vont se déplacer à une autre vitesse. Et au fil du 19e siècle, les romans de Jules Verne l'attestent hautement, eh bien nous allons voir cette accélération de la technoscience et progressivement cette technoscience qui fait une sorte d'asymptote pour arriver aujourd'hui, comme on le sait, quand même à des prouesses technologiques. Ceux d'entre nous qui ont suivi les dernières images qui nous arrivent en direct de Mars sont quand même restés assez médusés. Moi, en tout cas, j'ai été fasciné. Quelle évolution entre un homme qui se déplace à cheval et ce moment où nous envoyons une sonde sur une planète aussi éloignée, et on pourrait dire ce n'est qu'un début. Cette idéologie du progrès a donc été véritablement au cœur de la pensée occidentale, et je vais y revenir assez longuement dans mon petit exposé aujourd'hui pour essayer de montrer que la maçonnerie, d'un certain point de vue, a collé à cette idéologie du progrès, en dépit aussi d'un de ses volets qui est le romantisme, mais que aujourd'hui, il y a tout lieu de penser que nous entrons dans une zone de turbulence par rapport à cette, sinon croyance, nous dirons créance. Je vais inviter à ce qu'on passe à la slide suivante. Eh bien, je me suis autorisé à vous montrer l'Académie d'Athènes en style néoclassique. Cette Académie d'Athènes qui date du 19e siècle, j'ai demandé qu'on passe directement à l'image suivante, et qui symbolise, d'un certain point de vue, cristallise cette croyance en l'idéalité du progrès. La Grèce est toute jeune, c'est un jeune État-nation. On est après le départ des Ottomans. L'idée de confier à un architecte, Hansen, étonnant quand même dans un monde héritier de la Grèce classique, d'ériger une académie qui prend les traits du néoclassique, une académie qui va être richement décorée à l'intérieur, et on va lui donner le nom d'Académie d'Athènes et non pas d'Académie de Grèce, puisque on s'estime héritier de la grande tradition grecque classique remontant à l'Académie de Platon soi-même, et lieu qui était dédié au héros Académos. Et on va confier à un artiste peintre, Christian Griepenkerl, dont vous avez l'image sur la slide, le soin de décorer la grande salle de l'Académie, et il va bien sûr choisir le mythe de Prométhée. Et vous avez là une des représentations donc, de Prométhée en train de se faire dévorer le foie, soit par un aigle, soit par un vautour, selon les traditions. Soit dit en passant, ce Christian Griepenkerl rentrera dans l'histoire de l'art, non pas en raison de son style que d'aucuns qualifient assez classique, les méchants d'encre pompiers. Il rentrera surtout par le fait qu'il aurait refusé 2 fois un certain Adolf Hitler de sinistre mémoire au concours pour rentrer à l'Académie des Beaux-Arts, apprendre donc l'art de peindre à Vienne. Certains ont échafaudé beaucoup de choses autour de Christian Griepenkerl, imaginant que s'il avait accédé à la demande du personnage en question, nous n'aurions pas connu la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup de doutes à ce sujet, et de toute façon, les scénarios what if, comme disent les Anglais, n'ont pas lieu d'être quand on fait de l'histoire de façon sérieuse. Je vais vous proposer de passer à l'image suivante. Alors là, nous avons quelque chose qui est tout à fait intéressant, puisque nous voyons Prométhée qui est en train de dérober à Zeus, le maître des dieux, le feu. Et
Ceci mérite que l'on s'y attarde, ceci mérite que l'on rentre dans le mythe de Prométhée, qui est donc si important pour comprendre comment l'idéalité des Lumières du XVIIIe siècle a percolé vers le XIXe siècle et comment elle a influencé les milieux éclairés dans l'Europe de l'époque. Pour retracer la geste de Prométhée, il faut se souvenir que le titan Prométhée, en un premier temps, est un concurrent des Olympiens. On parle d'une titanomachie qui va opposer les Olympiens aux titans, qui les compte au niveau du pouvoir. Le titan Prométhée sera le seul à ne pas s'opposer au pouvoir que d'aucuns considèrent tyrannique du maître de l'Olympe, Zeus. Et on se rappellera que son frère, Ménoïcios, a péri sous le coup du foudre de Zeus. De sorte que si Prométhée a fait le bon choix du point de vue politique, et on va y revenir, il n'en éprouve pas moins une haine sans pareille à l'endroit de celui qui avait tué son frère. Et je suis intéressé à ce mythe notamment avec mon ami Theodoros Koutroubas, qui est professeur à l'UCL, et qui s'est intéressé à ce mythe du point de vue de la philosophie politique. Alors, ce choix politique qui le mène à une haine sans pareille à l'endroit de Zeus, donc ce sentiment contradictoire, peut être rapproché du point de vue de la philosophie politique d'un Zeus qui applique volontiers la maxime « diviser pour régner ». En effet, Zeus, pour être le maître de l'Olympe, oppose les dieux, les déesses, voire même les créatures entre elles. Tandis que Prométhée se range dans le camp du plus faible. Et c'est ça qui va retenir notre attention ici, et qui, à mon avis, est directement lié à l'idée de fraternité au sens maçonnique. Prométhée se range du côté du plus faible, c'est-à-dire qu'il prend comme principe que toute forme de raisonnement, toute forme de philosophie politique et pratique ne peut prendre comme principe que le plus faible et son état fatalement de faiblesse et de dépendance par rapport à autrui. On notera que les États modernes ont fait exactement juste l'inverse. Et donc, en se rangeant du côté du plus faible, à savoir l'homme, qui est complètement dépourvu, qui ne dispose de rien, il y a tout un pan du chant hésiodique qui nous dépeint l'homme fragilisé, rétablit en quelque sorte l'asymétrie radicale qui l'oppose aux autres êtres vivants, qui, comme on le sait, savent se défendre de façon autrement plus efficace, mais aussi les dieux qui, bien sûr, ont établi une césure entre eux et le genre humain. On va aussi observer apparaître dans le mythe la figure d'Athéna, la déesse sage entre toutes, car il est une forme de sagesse dans le mythe, qui consiste à rétablir un équilibre au sein d'un monde qui, au niveau de ses puissances, est profondément déséquilibré. Quoi qu'il en soit, Hésiode nous dit que Prométhée, montant sur le char solaire, dissimule dans une tige de férus, c'est un bois qui servait pour amener le feu, qui amenait l'éclat du feu dans l'Antiquité, l'amène aux hommes et leur offre ce don extraordinaire. Dans son Prométhée enchaîné, on peut peut-être passer à l'image suivante, Échille nous explique que ce don a été aussi lié à la figure divine d'Héphaïstos, le dieu de la forge et des arts, qui d'un certain point de vue est le maître des arts ignés, sans lesquels, vous le savez, aucune civilisation, aux yeux des anciens du moins, n'est capable de se développer, de croître, de maîtriser son destin. Le mythe de Prométhée est à la fois solaire et technique. Il est à l'intersection de
la connaissance. Il est à l'intersection d'une de ces connaissances particulières, la maîtrise du feu et la maîtrise des éléments par le feu. Prométhée est aussi intimement lié, nous y voilà, à la logique du secret, celui des métallurgistes. Mais il est aussi en relation avec la lecture des signes, qui permettent d'augurer et de pratiquer à bon escient les sacrifices, qui restaurent dans l'ordre antique l'état précaire des humains qui souhaitent retrouver une proximité avec le divin. Et vous noterez au passage que si l'aigle ou le vautour dévore le foie de Prométhée, ce n'est pas le hasard symbolique, le foie est précisément un organe qui était scruté par les augures pour prédire l'avenir. Prométhée a un don de préscience. Donc, il est capable d'anticiper sur le futur, il possède la capacité divinatoire, et on voit bien que là, science et progrès s'associent. C'est un passé recteur de notre université, Jean-Louis Van Herweghem, qui, dans un cours que j'avais trouvé tout à fait intéressant sur le plan philosophique, avait bien noté que la caractéristique de la science, c'est la prédictibilité. Et une prédictibilité qui s'accroît à mesure où la science se raffine. Songez simplement à l'astronomie, être capable de prédire à quel endroit une planète se trouvera à la minute et à la seconde. C'est quelque chose qui n'a pas été sans fasciner les humains. C'est une forme de maîtrise de l'invisible qui a rendu l'homme extrêmement performant sur le plan du savoir. Et on n'est donc pas étonné que la science va peu à peu effacer d'autres disciplines qui prétendent dire des choses sur l'invisible. Je pense à la théologie, je pense à la philosophie, j'allais dire dans mon cas, j'ajoute toujours le malheureusement derrière, mais on peut penser aussi aux arts divinatoires classiques, etc. La science, finalement, devient un lieu à la fois de savoir, mais aussi un lieu de fascination à mesure où on avance dans le temps. Le mythe de Prométhée anticipe sur cette prééminence de la science dans l'histoire des idées. Et cette notion de prédictibilité est vraiment donc tout à fait essentielle, en un premier temps liée à la pratique divinatoire, mais en un deuxième temps liée, par exemple, aux extraordinaires capacités de projection que permettent la maîtrise des mathématiques dans des domaines comme l'astronomie, la physique, etc. L'exemple que j'aime bien donner à mes étudiants d'ordinaire est de dire, si vous avez la grippe, vous allez chez le médecin, bon, il vous observe, aujourd'hui il a peur, il dit c'est peut-être la Covid, mais enfin, classiquement, il vous dit, bon, vous avez de la fièvre? Oui. Vous avez des tremblements? Oui. Bien, c'est la grippe. Alors vous dites comme tout le monde, j'en ai pour combien de temps, docteur? Il vous dit une semaine. Ça tombe bien, la différence entre une grippe soignée et une grippe non soignée, c'est que la première dure 7 jours et la deuxième une semaine. Mais vous devez quand même aller chez le médecin parce que vous savez que c'est lui qui a cette capacité de prédictibilité que votre voisin ou votre voisine n'a pas, même s'il vous dit tu en as pour une semaine. Donc c'est cette capacité d'anticipation qui fascine dans le discours scientifique et dans les arts qui mobilisent des éléments scientifiques pour asseoir leur autorité. C'est ça le mythe du titan Prométhée, et c'est, comme vous l'entendez, à proprement parler, constitutif de la modernité. Bon, ici j'ai pris quelques images de l'Académie d'Athènes, tout entière, de la grande salle, tout entière dédicacée à Prométhée. Et puis, nous allons arriver à un sujet qui fâche, et on va découvrir là-dedans le rôle de la femme. Donc le généreux Titan donne le feu aux hommes et leur apprend les arts nécessaires aux entreprises humaines les plus audacieuses. Mais le don prométhéen devient ambivalent, parce que comme nous l'a enseigné Marcel Mauss, un don entraîne toujours un contre-don. Si le feu est un bienfait, il est aussi à l'origine des souffrances les plus radicales de l'humanité. On songe aux armes, par exemple. L'arme peut vous permettre de tuer un animal pour vous nourrir. Déjà, pour l'animal, la logique du bienfait est très relative, mais l'arme peut servir également à réduire son prochain en esclavage, voire à le tuer. À ce moment-là, on voit bien comment le progrès peut se retourner contre l'homme.
Jusqu'au XXe siècle, à mon avis, c'était surtout lu comme un des avatars potentiels du progrès. Et on va y revenir par après dans cet exposé. À l'instar de la ruse, qui est une des caractéristiques de l'esprit prométhéen, le feu peut tantôt réchauffer le corps des malades, mais il peut aussi être utilisé à des fins de cruauté. On voit bien là l'ambivalence du don, qui est à la fois don et en même temps contre-don. Alors on se doute que Zeus ne pouvait pas accepter un tel complot en faveur des hommes, et ne pouvait pas accepter surtout que son autorité soit ainsi bafouée. Il va donc répondre à la ruse de Prométhée qui lui a dérobé le feu par une ruse plus grande encore. Et que va-t-il faire? Alors, de terre et d'eau, Héphaïstos façonne une jeune fille dont la beauté est sans rival. Assisté toujours par Athènes et Hermès, le dieu part à la créature de dons absolus. Ainsi naît Pandore, qui a tous les dons. Il lui offre une jarre en assortissant son dernier présent d'un interdit. Jamais Pandore ne devra ouvrir la jarre. Épiméthée, le frère de Prométhée, qui est son opposé, Prométhée est clairvoyant, il a toujours un temps d'avance. Épiméthée ne voit rien, il a toujours un temps de retard. Épiméthée devient subjugué, fasciné par la beauté irradiante de Pandora. Il l'épouse, malgré les mises en garde de Prométhée, qui a compris évidemment le danger. La curiosité l'emporte, pouvait-il en être autrement? La boîte est ouverte et dans son échappe ne reste qu'une vertu prisonnière in extremis dans la jarre, ou dans la boîte plutôt, l'espérance. Le progrès continu que l'acquisition des sciences suggérait est donc d'emblée dans le mythe hypothéqué par les faiblesses afférentes à l'humanité. L'idée du progrès n'est finalement qu'une espérance, et on le voit, la vengeance de Zeus à l'endroit des hommes est terrible. Elle va aussi se retourner contre Prométhée lui-même, et nous n'entrerons pas trop dans les détails du mythe qui déborde un peu de l'objet de notre pensée qu'est la maçonnerie. Prométhée sera enchaîné, certains mythes disent, sur le Caucase. Bon, il y a des variantes du mythe, peu importe. Un vautour ou un aigle dévore son foie et chaque nuit le foie repousse. Et le supplice se prolonge donc à l'infini, jusqu'à ce qu'Héraclès, un demi-dieu, entre les dieux et les hommes, le délivre de ce terrible supplice et que finalement Zeus lui pardonne, puisque dans l'Olympe, vous savez, après des passages multiples par des épisodes barbares, les dieux se réconcilient, les loups ne se mangent pas entre eux, dit-on. Alors, on se rend compte qu'une foule de commentaires philosophiques peuvent découler de ce que je viens de dire maintenant. Et vous avez beaucoup d'éléments qui vous sont donnés et qui nous rapprochent d'emblée de la maçonnerie. L'homme et la centralité de l'homme, la volonté de l'homme de s'éclairer, sa croyance dans le progrès, la figure de la femme sous-déterminée. Et c'est pas rien. Vous avez directement tous établi le parallélisme avec Adam et Ève, certainement dans mon petit récit. Et finalement, l'ambivalence du don des dieux qu'est la maîtrise de la technique. À partir de là, l'idéal prométhéen, j'aime bien le définir comme étant odologique, et je vous demande de passer à l'image suivante, c'est-à-dire un art du cheminement. Les hommes cheminent, ils progressent, ils découvrent, et à mesure où ils avancent, souvent vers un mieux, et ça rompt très profondément avec beaucoup de traditions mythologiques qui dépeignent l'humanité comme régressant à mesure où on avance dans le temps. Ici, on a l'image d'une humanité qui est progressante, mais qui, à mesure où elle progresse, découvre la multitude des dangers
qui nous entoure. Je vais passer à l'image suivante. Alors, je voudrais arriver au XVIIIe siècle, qui est au fond l'époque, comme on le sait, où la franc-maçonnerie spéculative va s'épanouir. Et j'ai repris trois personnages, je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, c'est dans le sillage de la Royal Society pour un homme comme Isaac Newton ou pour un homme comme Jean-Théophile Desaguliers. Nous sommes à une époque où l'idéal des Lumières atteint un sommet. Pas mal de savants pensaient qu'il restait quelques équations à découvrir et le système de Newton aurait tout dit sur la nature. On pensait que la projection de la pensée scientifique dans les autres disciplines du savoir permettrait à celle-ci de s'achever. Au XIXe siècle, dans l'héritage de cela, une pensée comme celle de Darwin va avoir une incidence non seulement dans les sciences, mais aussi dans le domaine de la philosophie, et pas toujours dans un sens alors positif. Par exemple, une certaine image de l'évolution qualitative des espèces et une sorte d'hiérarchie des races complètement fantasmatique, mais qui reposait sur une pseudo-science qui était plaquée à un modèle épistémologique physique sur l'anthropologie. Donc, on est bien à une époque de triomphalisme scientifique. Et on a par exemple un auteur comme Pierre Boutin qui a tenté de montrer que les constitutions d'Anderson pouvaient être lues en symétrie par rapport aux grandes découvertes scientifiques sur le plan, donc notamment de la physique. Donc il y a quelque chose qui est assez intéressant à cet endroit. On a tendance à lire les constitutions d'Anderson un peu de façon poétique, mais il y a, semble-t-il, une recherche dans certaines propositions de faire coïncider les lois fondatrices de la maçonnerie avec les lois d'univers. Bon, dire que l'affaire n'est pas véritablement claire quand on connaît un peu la maçonnerie, mais il n'empêche, il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'un fantasme d'universalisation philosophique en rapport avec un fantasme d'universalisation scientifique. Donc, j'aime bien mettre ces deux notions l'une par rapport à l'autre parce qu'elle explique beaucoup sur la façon dont les maçons vont concevoir le monde au XVIIIe siècle et la façon dont ils vont hériter de cela au XIXe. Je vais passer à la slide suivante. Là, ce sont encore des images que j'avais prises du fait d'Héraclès qui était dit Prométhée. Je vais passer à la suivante. Alors, c'est la question de la femme. Quid de la présence des femmes dans cette aventure? C'est toute l'affaire d'Épiméthée et de Pandora ici représentée. Je pense qu'il y a deux toujours quand on aborde la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Bon, une des premières idées, ça a été finalement pas de femmes. La maçonnerie anglo-saxonne, elle est restée sur cette position, c'est-à-dire les femmes ne sont pas initiables. Ou si elles le sont, nous ne souhaitons pas en parler. La maçonnerie est héritière, comme j'ai dit la dernière fois, des clubs. On accepte comme honorable membre du club qui on juge bon. Bien. Mais du côté continental, très rapidement, nous voyons arriver la maçonnerie d'adoption. Mais cette maçonnerie fonctionne dans une certaine logique de complémentarité. C'est-à-dire, il y a le monde des hommes, il y a le monde des femmes, et ces deux mondes ensemble sont complémentaires. Alors certes, c'est une complémentarité vue, revue et corrigée à l'aune d'un certain regard des marquis et marquises empoudraés du grand siècle. C'est aussi des Lumières. C'est aussi un certain regard sur une complémentarité en termes de philosophie et de sensibilité. Et quand vous lisez ces rituels, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qui est étonnant au niveau des préjugés, mais c'est notre regard d'aujourd'hui.
Et puis, comme je l'ai déjà avancé, si je me souviens bien, avec la Révolution française, ces malheureux initiés vont être balayés et l'épopée napoléonienne arrivant, les loges étant fortement teintées de l'esprit militaire, le 19e siècle ayant ses spécificités en termes de masculinité, il faudra attendre, et j'y reviendrai, la fin du 19e pour voir réapparaître des femmes dans des loges maçonniques. La femme dépeinte comme un danger. La femme dépeinte comme étant à l'opposé de l'idéal du progrès. La femme qui finalement réduit le progrès à un espoir. Eh bien, je pense que si vous acceptez les propositions que je viens d'énoncer maintenant, vous avez tous les ingrédients de débat qui traversent toujours la maçonnerie d'aujourd'hui et qu'il faut bien reconnaître pour un philosophe laisse parfois assez médusé quand on voit l'ampleur que ces débats peuvent prendre, voire même leur caractère polémique et affectif. Donc quand j'ai pris le mythe de Prométhée un peu comme paradigme de ce cours, par rapport à l'idéalité du progrès, ce n'est pas fin du XVIIIe et au XIXe siècle un progrès où on dirait, ben voilà, l'ensemble des éléments constitutifs du tout s'harmonisent, nous allons vers une forme d'unité et nous avançons ensemble dans une idéalité du progrès. C'est un progrès, mais pour une certaine partie des personnes, les hommes, et puis par le colonialisme, un certain type d'hommes, de sorte que la maçonnerie va défendre un idéal certainement humaniste, mais pas un idéal humaniste lié à une image d'égalité entre les hommes. Il y a une idée de complémentarité. Cette notion est redoutable. Elle est redoutable parce qu'elle réintroduit un principe de discrimination. Et il faudra attendre après la Seconde Guerre mondiale, donc ça fait un chemin, pour qu'enfin on en arrive à une logique d'égalité. Liberté, égalité, fraternité, mais les femmes ne votent pas. Donc liberté, égalité, fraternité, on reste très fort presque dans une idéologie des chefs de clan qui représentent les leurs, et on se rend bien compte qu'on introduit une discrimination philosophique par le biais de la complémentarité. C'est une notion qui est très intéressante parce que la franc-maçonnerie là-dessus, à mon avis, est redoutable et on n'en parle pas assez. Elle est nourrie de la mythologie. Je prends ici Prométhée comme paradigme, mais prenez toute la mythologie biblique, prenez toute la mythologie classique, prenez toute la mythologie égyptomaniaque ou assyriomaniaque, et ce ne sont que des exemples. Tout ça, c'est du grain à moudre dans les rituels maçonniques. Et en Belgique particulièrement, par les rituels d'Eugène Goblet d'Alviela, on a aussi l'introduction de toute une série de mythes autres qui chaque fois sont intégrés dans les rites avec l'idée qui a derrière sous-tend le dispositif, les mythes, antiques narrations de l'humanité, communes à tous les peuples, nous donnent à penser, ce qui est exact. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les narrations mythiques nous donnent à penser, mais en termes de relations entre les humains, elles nous donnent à penser dans la logique de la complémentarité, et pas dans la logique de l'égalité. Et il me semble qu'il y a là une tension fondamentale en maçonnerie qui exerce toujours ses effets aujourd'hui. Parce que les mêmes personnes qui ont un idéal démocratique, un idéal d'ouverture sociale, un idéal progressiste, d'entraide des humains, etc., quelquefois, dans le milieu maçonnique, pris par le jeu des mythes, des symboles, des rites, peuvent verser du côté de la complémentarité sans se rendre compte que dès lors, ils introduisent de nouveau un principe de discrimination. Alors, on ne va pas me faire dire ce que je ne dis pas. Une bonne loge est une loge qui serait entièrement mixte, que sais-je. Je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus. Pour moi, une loge, c'est comme une famille, c'est une entité de base. Si elle choisit une voie, elle choisit sa voie, à condition qu'elle ne nuise pas directement à autrui. Mais s'il n'empêche, si la maçonnerie sait s'éclairer par soi-même, si la maçonnerie sait tenter de mieux se connaître soi-même, si la maçonnerie sait vaincre ses passions, comme on l'entend quelquefois,
Ben, il me semble que ce que je viens d'énoncer là, dans la relecture critique de nos rites, un maçon traverse les rites, on ne lui demande pas d'y adhérer, mérite d'être entendu et mérite d'être retravaillé. Ce qui est important donc à comprendre au travers de ce mythe de Prométhée, me semble-t-il, c'est que le mythe nous donne à penser, mais la philosophie doit revisiter le mythe, doit se redéployer sur le mythe, et il reste bien en maçonnerie la tension entre le symbole qui, à mon avis, relève davantage de l'affectif, et la philosophie qui relève davantage de la raison. Et c'est de cette tension que naît finalement un humain qui est en recherche, un humain qui est en quête de lui-même. Donc voilà, je pense, quelque chose qu'il est important de clarifier quand on parle du progrès en maçonnerie, parce que je pense que beaucoup de maçons se voient, se lisent comme progressistes, soit sur le plan social, soit sur le plan philosophique, soit sur le plan de la quête intérieure, etc. Mais la majorité des maçons adhèrent plus ou moins à cette idée du progrès. Peut-être passer à l'image suivante. Alors j'ai repris là quelques images de Pandore, cette femme fatale, hein, dans tous les sens du mot, vue au travers de l'expression artistique. Et je connais l'une ou l'autre personne du musée maçonnique qui va être intéressée par ces expressions artistiques. Et on voit combien le personnage a fasciné au fil du temps la femme, la boîte, le secret. Et les maçons aiment le secret. L'ouverture de la boîte et ce qui reste, l'espoir. On passe à l'image suivante. Qu'est-ce qui va mettre une fin aux illusions relativement donc à cette idéologie de l'espérance en maçonnerie? On sait le caractère effroyable des deux guerres mondiales a hypothéqué la foi en l'idéalité du progrès. Curieusement, l'idée que seule l'espérance reste dans la boîte de Pandore est une idée qui va traverser le temps. Chaque génération souffrait, et il y a des générations avant nous qui ont souffert horriblement. Mais la réponse était finalement, nous souffrons beaucoup aujourd'hui, mais pour nos enfants, ce sera mieux. Ma mère est d'origine espagnole. Elle est née pendant la guerre d'Espagne, quasiment au milieu du champ de bataille. La famille a eu faim. Premier souvenir de jeunesse, avoir vu des morts dans la rue. Enfants, gens qu'on ne connaît pas, qui ont été assassinés pendant la nuit. Des pillages, des villages qui brûlent, des gens torturés à mort. Une époque terrible. Ma grand-mère, qui, je pense, ne savait ni lire ni écrire, quand je lui parlais de tout cela, ce qu'elle me disait, en substance, ça a été extrêmement dur. On a bien fait de tenir bon. Aujourd'hui, vous êtes là et le monde est meilleur pour vous. Et qu'est-ce que ça va être pour vos enfants? On peut se déplacer aujourd'hui en avion. Elle a pris l'avion. Quand une autre de ses filles qui vivait en Belgique aussi a été malade, et le nouveau-né aussi, elle a pu venir pendant 2 ans l'aider. Elle trouvait ça extraordinaire, ce progrès. Quand elle a vu pour la première fois une machine à laver la vaisselle, elle n'en revenait pas. J'étais là en Espagne quand l'eau courante est arrivée dans la maison. On allait encore à la fontaine et à la source. Elle me disait, évidemment que je veux l'eau courante chez moi, tu imagines, je l'avais en Belgique. Pour elle, c'était le progrès absolu. Donc, il y a eu ce fil qui a tiré les générations qui ont précédé, et c'est émouvant, dans cette idée, pour les suivantes, ça ira mieux. Il n'était pas naïf, ce ne sera pas parfait, ça ira mieux. Or, le coup d'arrêt du point de vue intellectuel, ça a quand même été, à mon avis, la bombe atomique d'Hiroshima.
Alors, j'ai l'honneur d'enseigner souvent dans cette ville. Vous direz qu'après la bombe atomique, ils ont eu de charneux, ils sont carrément 2 fois sinistrés. Mais plus sérieusement, ce qu'il y a de plus fin dans l'histoire de l'humanité sur le plan intellectuel, qui ne voudrait avoir l'intelligence d'Einstein ou d'Eisenberg? Enfin bon, à moins d'être complètement idiot, qui ne rêverait d'avoir ne fût-ce qu'un dixième des capacités intellectuelles de ces personnes-là? Ce qu'il y a de plus fin dans le progrès de la science, c'est avéré pouvoir détruire le genre humain. On n'avait pas attendu Hiroshima pour découvrir la barbarie. Certains conquérants ont fait aussi mal avec des outils sommaires. Le nombre de morts est spectaculaire, évidemment. Mais en fait, quand on veut bien lire, le carpet bombing des forces alliées a fait autant de morts, plus dans certains bombardements, que les terribles bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Mais ce qui a été véritablement le moment de stupeur, c'est que c'est la fine pointe de la science d'une époque qui a produit ça. Donc que l'être humain soit capable du pire, on n'avait pas attendu la Seconde Guerre mondiale pour le savoir. Mais là, véritablement, c'est ce qui était l'objet même de l'espérance, ce qui restait dans la boîte, qui a explosé au propre et au figuré. De sorte qu'on peut se demander si à ce moment-là, l'espérance à son tour n'a pas quitté la boîte de Pandore. Et il me semble que ce coup d'arrêt, peu à peu, a percolé à tous les niveaux de la société. On l'a vu au niveau des premières, aujourd'hui on dit fake news, donc fausses informations. Souvenez-vous, la Lune, 68. Il n'y a pas eu une seule invention depuis qui n'ait aussitôt fait l'objet d'un mythe qui nous indiquait que cette invention allait nous détruire. Le micro-ondes, vous alliez cuire sur place. Toute forme de progrès technologique qu'on a vu apparaître depuis a été directement suspect. Et même les esprits les plus critiques, dont je pense que nous faisons ici partie, eh bien, ont quelques préventions à cet endroit. Les vaccins ont permis de doubler l'espérance de vie, c'est quand même pas mal. Hein. Eh bien non, des gens ne veulent pas se vacciner, ils trouvent que c'est peut-être dangereux, ils ne vont pas le faire. D'ailleurs, ils ont lu sur Internet quelqu'un qui dit qu'après son vaccin, il a eu un bouton sur le nez. C'est grave ça quand même, non, il ne faut pas se vacciner. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans la naïveté absolue, et j'entends bien que dans certains cas, si les protocoles ne sont pas respectés, il y a tout lieu de réfléchir. Mais tout de même, est-ce bien sérieux? Non. Et pourtant, celle-là, c'est omniprésent. Et autour de moi, j'ai des gens bien formés, avec des diplômes importants, voire même parfois des médecins, qui ont des doutes. Étrange. C'est le coup d'arrêt, pour moi, symbolique d'Hiroshima et Nagasaki. À partir de là, qu'est-ce qu'une maçonnerie sans espérance? J'ai demandé de passer peut-être à l'image suivante. Une maçonnerie sans espérance, c'est la maçonnerie de la fin des héros. Alors là, je vais vous demander de faire un petit effort intello et m'emboîter le pas dans une divagation dont j'ai le secret. Le héros, c'est quoi? Si j'évoque devant vous aujourd'hui la figure d'Achille, je fais quoi? J'exhume du passé un personnage, Achille, fils de Pélée, dont on nous dit qu'il a été un grand guerrier. Achille, qu'est-ce qu'il faisait quand ça allait mal, quand l'ennemi était face à lui, quand il était menacé de mourir, quand la peur montait en lui, il la domestiquait. Il affrontait la mort face à face, et là où, moi en tout cas, je me serais enfoui, lui, il allait au-devant de la mort avec courage. Et un homme, dans le cas d'Achille, c'est un héros, donc finalement c'est une demi-déité, hein. Mais un homme qui agit de cette manière entre dans l'histoire, il a un nom. Et mythiquement, 3300 ans après la guerre de Troie, quand j'évoque Achille, fils de Pélée, vous avez l'image du courage. Le mythe du philosophe s'est construit sur les mêmes bases.
Vernon l'a bien montré, Lambros Kouloubaretis a prolongé le raisonnement dans plusieurs études. Alors que la majorité des mortels, le commun, se complaît dans le divertissement, qui n'a pas toujours des contours pascaliens, le philosophe accepte de penser la vie en connaissant son terme. Il sait la téléologie de l'existence qu'à la mort. Il sait, comme les maçons le savent, que derrière le président de la loge, la porte qui est là, c'est celle qui mène à l'Orient éternel, et que tous on la passera un jour. L'espace d'un moment dans le flot des divertissements dont l'objet est de cesser de penser à l'origine et à la fin de la vie, de cesser de penser notre caractère éphémère, et pour tout dire, le fait que nous sommes insignifiants, l'espace d'un moment, le philosophe accepte de regarder la mort face à face. Il accepte de la penser et, à l'instar du héros, il accepte de dépasser ce déterminisme inhibant. Les marxistes auraient dit cette aliénation. Ce sont des mots qui ont passé de mode, hein, tout doucement comme ça, c'est intéressant. Et ici, mais nous voyons très bien, je crois évoquer la dernière fois la bataille de l'Épante, j'ai pris volontairement ici des images des héros chez les Grecs, la fin des héros, c'est-à-dire la valeur d'un homme au combat, d'une femme au combat, Hippolyte, reine des Amazones, et je compare avec le drone, qui va servir à bombarder une position ennemie, devant un ordinateur, un homme à des milliers de kilomètres, pilote un drone, accomplit ce qu'il doit accomplir, il a sa tasse de café en main, il mange en famille le soir, plus de héros, de la technologie. La fin d'espérance. Fin d'une espérance aussi qui est de se sauver par soi-même, tant du point de vue pratique que du point de vue de l'idéalité. Je vais demander de passer à l'image suivante. Pour conclure, je vous dirais, la maçonnerie est donc, à mon avis, à la croisée des chemins. C'est pour ça que j'ai évoqué l'idée de la fin des maçons, pour faire un peu peur, hein, juste pour faire joli. Les grandes peurs des maçons. Les femmes, j'ai pris évidemment symboliquement Maria de Rème, serait-elle la fin de l'ordre maçonnique? C'est une grande peur qui va animer beaucoup de maçons au travers du temps et de l'histoire. J'ai pris l'image de Corto Maltese qu'on connaît bien quand il débarque au milieu de ses initiés encagoulés. Les affaires, c'est-à-dire la maçonnerie qui devient un club. À mon avis, la grande peur des femmes, on peut rentrer là-dedans peut-être dans les questions tout à l'heure, mais la grande peur des femmes, véritablement, c'est l'inhibition fondamentale des hommes. Hein. C'est le grand secret. Les hommes ont peur des femmes. Donc, les affaires vont détruire la maçonnerie, c'est-à-dire la maçonnerie réduite à un club. La maçonnerie réduite à un lieu, non pas d'entraide, mais un lieu d'enrichissement personnel. J'ai pris l'image de Moïse. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai pris, ce Moïse de Michel-Ange, devant lequel, une dernière fois, sachant qu'il allait mourir, Freud a été, si pas se recueillir, du moins contempler cette esthétique sans pareil. Le Moïse, parce que la connaissance de l'histoire, de la philologie, des antiquités, de la philosophie, est en train, vous vous en rendez compte, de s'effondrer d'année en année. On ira vers autre chose. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont alarmistes à cet endroit. Mais les hommes, les femmes qui aujourd'hui, 20 ans, vont-ils encore comprendre une seule ligne des rites des francs-maçons? Vont-ils encore être capables de percevoir la franc-maçonnerie dans son épaisseur symbolique? Vont-ils être capables d'entendre ces narrations mythiques, déjà complexes quand on les connaît un peu, mais tellement exotiques quand on n'y entend rien? Ne vont-ils pas tomber dans une sorte de marmite folklorique?
C'est une grande question. C'est une question qui échappe à beaucoup de maçons. Pourquoi? Et c'est mon image là en dessous. Regardez, c'est une loge du XVIIIe siècle. Il n'y a rien qui vous frappe quand vous les voyez tous là, à part qu'ils sont debout. Ils sont tous jeunes. Aujourd'hui, la moyenne d'âge d'un maçon belge est passée 60 ans. Il y a 10 ans d'ici, quand j'ai fait un exposé et j'expliquais que la moyenne d'âge était de 50 ans et que donc mathématiquement, le vieillissement allait être très rapide. Et si le vieillissement est très rapide, ben, on n'est plus en phase véritablement avec la société. On m'a quasiment traité d'idiot. C'est pas faux que je suis peut-être idiot, mais pour le coup, j'avais pas tort. Parce que le processus devient quasiment impossible à enrayer. En outre, je fais observer que les principales obédiences, donc fédérations de loges belges, sont progressivement maintenant en régression, donc moins de membres d'année en année. Va-t-on être capable de maintenir cette tradition maçonnique qui pourtant est assez dynamique et plastique par rapport aux générations futures avec tous les obstacles que nous créons nous-mêmes? C'est une grande question. Et est-ce qu'elle ne révélerait pas derrière cette question que nous-mêmes, francs-maçons, nous avons perdu l'espoir? C'est-à-dire que nous nous sommes résignés à imaginer que c'est une société parmi d'autres où on peut s'occuper tantôt en buvant un verre, tantôt en écoutant avec fraternité de charnuel divaguer, tantôt en acceptant que telle ou telle personne se revendique comme ayant un grade dont le nom ferait frémir la reine d'Angleterre elle-même, tant il est prestigieux. Difficile de trancher. En tout cas, ce sont des questions qui, à mon avis, maintenant sont frontales et nous montrent bien comment initier dans le monde, parce que les francs-maçons, c'est des initiés dans le monde. Nous devons repenser aujourd'hui ce que nous entendons par le progrès. Nous devons repenser aujourd'hui ce que nous entendons par les humanités. Et à mon avis, une piste, c'est l'homme dans son interdépendance avec ce qui l'entoure et non pas l'homme pour l'homme. Mais bon, on peut en parler plus longuement également. Nous devons certainement repenser ce qui peu à peu est devenu nos propres préjugés. Et je vais être assez dur là-dessus et assez provoquant. Je pense que la dérive que nous avons connue est une dérive que je qualifierais de petite bourgeoise. C'est-à-dire que nous avons imaginé que pour être un franc-maçon, une franc-maçonne, il faut être quelqu'un qui a au moins 50 ans, qui est marié, divorcé comme tout le monde, qui a 2 enfants comme tout le monde, 2 voitures, une petite villa à 4 façades, et qui part 2 fois en vacances par an, dont une fois au ski. Celui-là, alors, est prêt pour devenir maçon parce qu'il est déjà comblé pour le reste. Quelle sottise par rapport à l'idéal prométhéen, quelle façon médiocre de voir l'humain. L'humain, c'est à la fois des aspirations matérielles, elles sont légitimes. L'humain, ce sont des aspirations spirituelles, elles sont concomitantes et complémentaires des aspirations matérielles. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Et cette logique, cette façon de regarder autour de soi, cette projection issue d'une société hyper consumériste et individuelle, est en train de se retourner peu à peu contre la franc-maçonnerie. Alors, si j'étais totalement à l'extérieur, je dirais bien, je reprendrais un petit peu le thème d'un ouvrage qui a été coordonné par Anne Morelli il n'y a pas longtemps, quand une religion se meurt, puisque j'avais osé poser la question iconoclaste, la franc-maçonnerie, une religion parmi d'autres, on pourrait dire, quand une spiritualité se meurt, bien, pourquoi pas. Vu de l'intérieur, je me permets d'attirer l'idée sur le fait que les valeurs que la franc-maçonnerie défend largement sont précisément celles qui nous font le plus cruellement défaut aujourd'hui. Et donc, je ne pense pas du tout qu'il soit souhaitable qu'une association comme celle-là disparaisse, parce que je pense qu'elle pose encore des questions qui sont capitales pour la vie des hommes, des femmes aujourd'hui. Mais encore faut-il qu'elle soit
digne et à la hauteur des questions qu'elle pose. Hein, heuristique, c'est bien, mais il faut aussi être à la hauteur des questions que l'on pose philosophiquement. Et je pense qu'elle est un des lieux, peut-être un des laboratoires, disent certains, où des humains ensemble peuvent penser un monde qui sera meilleur, peuvent créer l'utopie, vivre l'utopie. Ça a un côté naïf, ça a un côté peut-être un peu décalé, ça peut revêtir des allures un peu solennelles qui prêtent à sourire, mais c'est aussi ce qui nous manque et qui nous fait défaut le plus cruellement dans ce que les maçons appellent le monde profane, c'est-à-dire le monde où finalement la volonté de puissance s'exerce pleinement. Donc je crois que là, la maçonnerie est une des sociétés où ce type de questionnement est encore possible. Et la laisser se déliter de cette manière serait sans doute perdre une partie de la richesse d'un questionnement qui a parcouru 2 siècles et demi, et qui va, à mon avis, je l'espère, se poursuivre. En tout cas, pour cette chère Verhaegen, je serais donc un peu moins humoristique que d'ordinaire, et je vous dirais, ça mérite que l'on y songe. Je ne pense pas que le tableau soit noir de part en part, peu en faut, mais je pense aussi que si on n'en prend pas conscience et si on ne tente pas dans un lieu comme la chère Verhaegen de penser à cette évolution philosophique de la maçonnerie, et vous savez qu'en Belgique, quand on utilise le mot philosophie, quelquefois c'est comme si on utilisait un gros mot. Hein. Il suffit de voir comment on a du mal à installer des cours philosophiques, quelle horreur. Hein. Si on ne prend pas donc la mesure de cette dimension philosophique de la maçonnerie, nous risquons de la voir un jour devenir une société folklorique, avec son charme, mais malheureusement un lieu où ces questions vitales pour l'homme ne seront plus posées. Merci de votre attention et je vais essayer maintenant de voir quelles sont les questions qui, au fil de l'exposé, vous avez posées. Alors, il y a une question qui est: la maçonnerie serait-elle une méthodologie de vie? Il y a une question: le patron de Google parle de l'avènement de l'Homo digitalis, qui succédera selon lui à l'Homo sapiens, si l'on met cela en relation avec la science et le progrès dont vous avez parlé. Qu'en pensez-vous? Les défauts humains sont sortis de la jarre de Pandora, dit une autre question, mais l'espérance y est restée. L'espérance faisait-elle partie des défauts? Non, c'était plutôt les qualités. Donc là, je pense que ce n'est pas tellement les défauts, c'est tout ce que nous possédions comme valeur sur le plan d'idéalité, et puis l'espérance demeure, parce qu'on a perdu tout le reste. Là, je réponds directement. Donc la franc-maçonnerie exclusivement masculine peut-elle être complémentaire? La complémentarité n'est-elle pas plutôt atteinte que par l'unité? La question complémentaire de mixité est-elle à éclairer par des arguments profanes, démocratiques ou initiatiques? Peut-on dire que Prométhée est l'aube de la civilisation et qu'il entraîne donc la raison et entraîne avec lui la philosophie antique? Les rituels de la franc-maçonnerie féminine d'adoption ont pris en compte un certain nombre d'éléments symboliques spécifiques. Une énumération de ces éléments: batterie, arche de Noé, échelle de Jacob, ruche d'abeilles, c'est en effet une symbolique que l'on retrouve dans les rituels de la maçonnerie féminine d'adoption au XVIIIe siècle. Quid de la complémentarité? Espérer c'est bien, mais le monde nous traumatise. Science sans conscience, des Corinne de l'âme, Rabelais. Science et conscience serait-elle le fondement du travail maçonnique? Beaucoup de questions. Hein. L'une des idées motrices de la franc-maçonnerie moderne est celle de la non-exclusion et de l'égalité en son sein des personnes des citoyens par référence aux droits humains. Quid dès lors des francs-maçonneries qui aujourd'hui encore excluent? Et on dit dans quelle manière? Nationalité, couleur de peau, sexe, etc. Penser la notion de sororité, dit une personne, de manière visible dans l'expression triptyque égalité, fraternité. Je suppose que c'est liberté, égalité, fraternité, donc sororité.
la lecture scientifique par Pierre Boutin des Constitutions d'Anderson n'est-elle pas antinomique avec le fait qu'Anderson était pasteur et donc dans l'obligation de propager l'idée du créationnisme? Alors là, je réponds tout de suite, oui, bien sûr, ce n'est pas scientifique au sens où on l'entend là maintenant, c'est plutôt scientifique dans le sens les lois hypothétiques de l'univers et les principes moraux de la maçonnerie qu'on mettrait en synoptique avec ces lois. Du système newtonien s'entend. Le fait que nous sommes insignifiants, nourris d'espoir, élimine la peur de la mort. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'espoir dans le progrès par rapport à l'image du héros devant la mort? Est-ce dû à la cooptation le fait que les jeunes sont moins présents en franc-maçonnerie? On coopte des personnes du même âge que nous. Le déclin de la franc-maçonnerie ne peut-il pas être comparable avec la diminution de la fréquentation dans les églises catholiques dans nos contrées? Les jeunes seront-ils encore capables de comprendre et d'interpréter nos discours, nos propos, par absence de formation ou d'information? La franc-maçonnerie sociétale n'a-t-elle pas finalement pris trop de place et fait reculer, voire occulter l'aspect plus profond de la philosophie? L'abandon ou la négligence de la culture de l'enseignement ou la dominance des réseaux sociaux serait un obstacle à l'intérêt des jeunes pour la franc-maçonnerie? Alors, si Françoise et Shannon m'entendent, je vais déjà essayer de répondre sur la question des femmes et des jeunes, parce que c'est beaucoup de questions qui reviennent. Alors, répondre, je ne sais pas, c'est plutôt donner mon avis, parce qu'il n'y a pas de réponse, à mon avis, là-dessus. Je pense que nous avons tout ce qu'il faut dans les rituels maçonniques pour à la fois comprendre la nécessité pour les êtres humains de vivre en complémentarité. Hein, si il faut prendre dans l'armoire un pot de confiture 1,85 m de haut, c'est plutôt moi et pas les enfants qui ont 1 mètre. S'il faut aller en dessous de la table, c'est difficile et il faut se contorsionner, c'est plutôt les enfants. Si je suis avec quelqu'un qui est jeune et musclé, c'est plutôt lui qui va porter le sac, je vieillis, etc., etc. Donc notre vie est faite de complémentarité. Nous n'arrêtons pas, il y a des riches, il y a des pauvres, nous sommes asymétriques. Et la complémentarité, c'est l'essence même de la vie. Hein. Bon, les anciens n'ont pas inventé ça comme ça. Les femmes attendent des enfants, les hommes pas, bon, etc. Donc ils ont conçu un monde dans la complémentarité. Mais nous avons amené une notion supplémentaire qui est l'égalité. Et l'égalité, c'est dire, nous sommes complémentaires dans de multiples tâches quotidiennes, dans de multiples fonctions que nous assumons, avec toutes les déchirures qui impliquent la complémentarité, et les souffrances, et les volontés de puissance. Mais nous allons vivre ensemble comme si nous étions égaux. Donc en substance, ça veut dire quoi? Eh bien, je travaille, ma collègue est enceinte, elle est partie pour l'accouchement, je ne lui dis pas quand elle revient, qui va à la chasse perd sa place, ta place, quelqu'un d'autre l'a prise, bonne journée, il ne fallait pas avoir un marmot. Non, la société prévoit, c'est une femme, elle peut accoucher, et donc elle est protégée au niveau de son travail, et il n'est pas question d'utiliser cette asymétrie entre nous pour la tirer à la porte. J'ai un problème de santé demain parce que je suis plus âgé, mon collègue pas, il n'est pas question de mon collègue dise, écoute, toi tu es un vieux, tu as plein de problèmes de santé, d'ailleurs tu as été malade une semaine l'année dernière, c'est très embêtant, ton job il est pour un autre. Non. On prévoit qu'il y a une certaine complémentarité, bien sûr, mais il y a une égalité aussi, et l'égalité, c'est un idéal régulateur, tandis que la complémentarité, c'est une situation de fait. Et dans une démocratie, on doit être capable de jouer dans les deux registres, la complémentarité et l'égalité. L'égalité, c'est au niveau du droit et des devoirs. La complémentarité, c'est au niveau des liens sociaux et du fait que nous ne sommes pas les mêmes. Et donc la justice se joue dans l'arbitrage des deux. Ça, c'est ma lecture. Et je pense que, curieusement, c'est bien un lieu où on peut apprendre cela parce que une bonne partie de ce que je viens de tenir comme raisonnement est d'ordre symbolique. C'est en maçonnerie. Et curieusement, c'est en maçonnerie que
on éprouve le plus de difficultés, manifestement, à l'entendre. La maçonnerie est extraordinaire sur un point. On apprend en maçonnerie que l'essence de la hiérarchie est symbolique. Je ne sais pas si vous avez vu les gens qui vous entourent d'ordinaire, mais ils siègent comme s'ils avaient leur fonction de droit divin. Pour beaucoup, ils sont l'exemplification absolue de la phrase de saint Augustin, confier une responsabilité à un imbécile et il en abuse tout de suite. En maçonnerie, vous apprenez que non, l'essence de la hiérarchie, ça veut dire l'ordre sacré au départ, en fait est symbolique. C'est que vous avez une fonction, cette fonction peut changer, vous l'incarnez un moment et puis d'autres le feront après. Vous comprenez que ça a été une révolution dans un monde, par exemple, où on parlait de monarchie absolue, de droit divin. Et c'est toujours quelque chose que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre aujourd'hui. Vous vous rendez compte l'enseignement exceptionnel de la franc-maçonnerie à cet endroit. Or, sans cette notion, il n'y a pas de démocratie. Elle est impossible. La démocratie, c'est quoi concrètement? C'est aujourd'hui, je donne le cours ici parce qu'à l'ULB, on me l'a confié. L'année prochaine, ce sera un autre. Il n'est pas question que j'arrive en disant « je l'avais l'année dernière, c'est plutôt moi et je le pousse ». La démocratie, c'est dans un cercle étudiant, on m'invite à faire un exposé. Je ne dis pas au président du cercle, vous êtes qu'un étudiant, montrez-moi un peu vos comptes. Non, je suis un invité du cercle et le président du cercle, au cercle, c'est lui qui est en charge de responsabilité. Et il me répond, eh bien, à ma connaissance, vous n'êtes ni recteur ni un juge d'instruction, vous n'aurez pas mes comptes. Et donc, je vous demande de vous tenir au rang qui est le vôtre aujourd'hui, par exemple, un invité. Ça, c'est la démocratie. C'est apprendre qu'en fait, le pouvoir n'est pas tout entier dans les mains de quelques-uns. Le pouvoir, c'est un endroit où on l'exerce symboliquement. C'est ça l'efficacité du symbole, aussi, dans le système démocratique. La maçonnerie apprend ça, très, très finement. Et pourtant, on dirait que dans la tension homme-femme, on a beaucoup de difficultés à cet endroit. Pour l'éducation des plus jeunes et la difficulté que j'ai pointée au niveau de l'intelligence historique de la chose maçonnique, certainement qu'il y aura de grandes difficultés et certainement que la maçonnerie devra faire preuve d'une grande adaptation. Notez qu'elle l'a déjà fait. Je passe ma vie à étudier les textes bibliques. Quand je lis certains rituels du XVIIIe siècle, il y a une série d'allusions bibliques qui ne sont même pas notées, parce qu'on connaissait par cœur. J'ai beau être spécialisé, je dois me creuser en me disant, mais elle sort d'où cette phrase biblique? Donc eux le savaient tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on apprenait par cœur la Bible à l'école. Je parle beaucoup de ma famille aujourd'hui. Mon grand-père me disait, côté paternel, à l'école, tous les jours, 10 lignes de l'Ancien Testament, 10 lignes du Nouveau Testament, par cœur, de jour en jour, pendant 6 ans. Au terme des études, on avait fait un fameux chemin, et c'était le patrimoine de ces gens-là. Aujourd'hui, il y a un autre patrimoine culturel, c'est bien aussi, il n'y a rien à redire, mais si on veut que la franc-maçonnerie s'adapte à notre époque, il faudra pouvoir présenter ce patrimoine autrement, à mon avis, que ce qu'il est aujourd'hui, sous peine de sombrer dans des cours, et ce ne sera plus de la maçonnerie, ce sera autre chose. Maintenant, je crois que le principal obstacle, il est dans le chef des maçons eux-mêmes. Nous sommes dans une société qui, curieusement, se méfie de ces jeunes. Donc il y a de nouveau une ambivalence. Les gens âgés veulent paraître jeunes, et en même temps, les jeunes apparaissent comme des concurrents dont on se méfie, comme si nous étions en guerre avec la génération qui suit. Ça n'a évidemment aucun sens. Et le reflet de cela, c'est que très difficilement, les maçons vont parrainer des plus jeunes. Soit qu'ils ne les rencontrent pas, soit qu'ils ne les trouvent pas aussi beaux qu'eux-mêmes, ils sont immatures alors que se voient comme étant matures, mais enfin, il faut faire attention, hein. Un flou mature, il sera vite blette. Bon, donc, soyons calmes. Et on a une grande difficulté à cet endroit. Il faut reconnaître aussi que même au niveau de l'enseignement, et c'est une des vertus d'Aschenberg, très rarement les plus jeunes entendent parler de la franc-maçonnerie. Donc ça, c'est le secret se retourne aussi un peu contre les maçons. Donc il me semble qu'il y a une combinatoire de facteurs, mais que de toute façon, si on veut que la maçonnerie soit un lieu où on continue à penser, un lieu qui stimule, un lieu où il y a une dialectique qui est à l'œuvre, un lieu où des idées nouvelles surgissent, un lieu progressiste, on ne le fera pas qu'avec des gens qui ont tous passé 80 ans, même si beaucoup de gens de 80 ans peuvent être progressistes et des jeunes conservateurs, peu importe. Mais en tout cas, il est évident qu'on a besoin de l'ensemble des richesses
de la société pour progresser et pas se cantonner à une seule couche sociale. Ce serait quand même un comble qu'un lieu qui a été un lieu d'émancipation pour beaucoup devienne un lieu stéréotypé du point de vue idéologique. En ce qui concerne les maçons et les discriminations, c'est toute une histoire, je ne sais pas la refaire maintenant. Ça a pris beaucoup de formes, dans les deux sens. Ça a pris des formes discriminantes fort étonnantes. Je songe par exemple aux loges du sud des États-Unis et la question des Noirs. Ça a pris des formes discriminantes par rapport aux femmes, et toujours maintenant. Ça a pris aussi des formes émancipatrices dans certains groupes qui ont défendu des valeurs de pointe à un moment où personne ne voulait en entendre parler. Je vous rappelle quand même, par exemple, la diabolisation dans les médias de certains maçons qui, les premiers, ont osé parler, par exemple, de l'interruption volontaire de grossesse. Alors, c'est le chef de certains maçons, oui, bien sûr. Mais il n'empêche, c'est généralement dans les milieux des maçons qu'on trouve beaucoup de grands progressistes. Alors, si vous ouvrez des dictionnaires de la franc-maçonnerie avec des grands hommes, toujours un peu ridicule, bon, vous avez des noms qui vous font froid dans le dos quand même quelquefois, mais la plupart du temps, vous verrez qu'au niveau de personnages progressistes, il y a quand même pas mal de maçons, de maçonnes aujourd'hui. Ce qui est la preuve que c'est un milieu, en tout cas, dans lequel ils ont jugé opportun d'entrer, espérant là au moins catalyser leur pensée, au moins ça. Donc je dirais, c'est assez complexe. C'est un lieu qui peut jouer sur l'excluant, l'exclu, mais c'est aussi un lieu qui peut être un lieu d'émancipation et d'abolition de frontières qui, dans le monde extérieur à ce monde utopique des loges, sont bel et bien là. Donc ça, plus à mon avis on tendra vers une maçonnerie où on peut vivre en tant que citoyen du monde, citoyenne du monde, mieux on se portera, parce que c'est cette idée-là qui doit nous porter demain. C'est certainement pas le reflet frileux sur des pseudo-identités. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit aller. Et ce n'est pas du tout incompatible avec la tradition. Parce qu'on peut être quelqu'un respectueux d'une certaine tradition et en même temps être attentif à ce que sa tradition est à la rencontre de l'autre et de la valeur de cette rencontre. Comme on peut être quelqu'un de prétendument progressiste, mais qui finalement n'est pas capable de concevoir un autre, sinon celui qui lui ressemble, qui s'est converti à ses idées. Donc, moi, à mon avis, la maçonnerie a sa place, mais elle doit y penser, elle le fait dans certains cas, et ce sera une évolution nécessaire. Vous vous rendez compte que je ne sais pas répondre évidemment à toutes les questions, c'est très difficile. Il y en a trop, ce qui prouve quand même que c'est bien parce que ça suscite l'enthousiasme. Je regarde un peu dans les questions que j'ai sous les yeux, voir s'il y en a qui sont tout à fait autres que les deux thématiques que j'ai déjà abordées. Bon, il y a la question de la virtualité, que j'associerais volontiers à la problématique du divertissement. La franc-maçonnerie a été au XVIIIe, au XIXe siècle un lieu excitant pour les imaginaires, parce qu'on y faisait quelque chose. L'ennui du quotidien, là-bas, se transformait. Il y avait évidemment le côté agape et le côté festif, et dans les milieux de notables, le côté de l'entre-soi, bien sûr. Mais il y avait aussi quelque chose qui était assez excitant au niveau de la création des rites, de la création des rituels, la façon d'être acteur. Le croyant catholique, quand il allait à l'église, il reçoit des sacrements. Il n'est pas acteur, il est récepteur. Alors après ça, un théologien vous dira, mais non, le sacrement, etc., etc. Mais dans les faits, il n'est pas acteur, il reçoit. Dans le milieu protestant, on vous dit, vous êtes un peuple de prêtres. Oui, bien sûr. Mais il n'empêche, le pasteur, c'est un lettré. Donc il y a une logique d'enseignement quand même.
Et on pourrait passer en revue comme ça l'ensemble des religions. En maçonnerie, on pouvait être acteur, diriger un rite, l'inventer même, le mettre en scène. Donc il y a une découverte de la théâtralité. Par exemple, à la musique, on jouait la musique avec des instruments, pas avec des outils électroniques. Donc il y a eu quelque chose de l'ordre d'un plaisir d'être ensemble et de créer quelque chose qui permettait d'échapper à la quotidienneté. Je vous dirais avec un petit sourire malveillant, j'ai fréquenté longtemps une loge qui se réunissait le mercredi soir. Quand il y avait des matchs de football importants, on avait beaucoup moins de membres. Le spectacle était ailleurs, apparemment. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, le jour où il y a une réunion maçonnique, parfois ça apparaît un peu comme un fardeau. On a plein de choses à faire, plein d'idées qui nous venaient, plein de divertissements qui sont possibles. La crise de la Covid a un peu changé les donnes, mais là, pour le coup, il n'y a pas de loge non plus. Et nous arrivons dans une situation où la maçonnerie apparaît un peu comme le machin qu'il faut faire quand même. Ça change beaucoup les donnes sur le plan sociétal. Et il est clair que l'électronique, le virtuel, a aussi fortement changé les choses. Peut-on se réunir maçonniquement par Internet, via Teams? Peut-on se contenter de ce type de réunion pour avoir un contact avec autrui? Peut-on considérer que le lieu où les contraires s'abolissent et où une universalité de pensée se passe sur les réseaux sociaux? Peut-on considérer que les amis, ce sont les amis qu'on a sur Facebook ou sur d'autres sites? Ce sont des grandes questions. Et je ne suis pas certain qu'en effet, la maçonnerie ne subit pas un effet d'érosion au travers de cela. Et là, les grandes religions subissent un peu la même chose. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, les retraites spirituelles dans certains ordres religieux aujourd'hui, qui étaient tellement en vogue il y a encore une trentaine d'années, se font par Internet dans certains cas. Donc, à 10 h du matin, vous recevez un texto qui vous dit c'est l'heure de prier. Bon, vous priez 10 minutes, puis vous vaquez à vos occupations. À 11h30, comme c'est le jour de retraite, il y a le bon père local de Charneux-Quelconque qui vous fait une petite prédication d'une demi-heure. Et puis après ça, c'est l'heure du repas pour vous. Puis à 4h, c'est de nouveau l'heure de la prière. Donc, on vous balise une journée via texto qui vous met dans une ambiance de retraite alors que vous êtes chez vous, au travail, une retraite virtuelle. Étonnant. On a bien compris que dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est la relation à l'autre et la relation à la frustration qui se joue. De charnement bête que je peux comprendre, je m'ennuie parfois moi-même quand je vous parle, je m'en vais, je coupe le truc et je vaque à autre chose. Ou je joue un petit jeu pendant qu'il récite ses prières. Bon. Vous ne savez pas le faire si vous êtes dans l'auditoire, c'est beaucoup plus difficile en tout cas. L'absence de contact humain, c'est l'illusion de la proximité. Parce que la proximité, c'est aussi expérimenter la frustration, expérimenter la résistance de l'autre. Et c'est tout justement ce que nous ne voulons plus entendre dans nos sociétés aujourd'hui. Si la maçonnerie, à mon avis, vit, sans doute, c'est quand même une forme de crise, mais chaque époque s'est vue sans doute en crise, mais aujourd'hui, c'est à mon avis profondément lié à ça. C'est le rapport à l'autre et les frustrations que cela induit. Alors que c'est tellement facile, par la magie des outils modernes, d'avoir cette illusion et ne pas en subir les effets négatifs. Ça risque de donner des humains à géométrie variable. C'est un peu inquiétant, je pèse mes mots, mais c'est un monde qui est bien là. Et nous devons non pas pleurer sur le monde en disant il devrait changer, nous devons nous adapter à ce monde et nous devons trouver d'autres voies pour que les valeurs qu'on estime essentielles, et là ça dépasse largement la maçonnerie, je crois que tout humaniste se reconnaît dans ce que je dis, puissent continuer à rayonner et que nous ayons toujours une relation authentique à autrui.
une autre idée qui me vient à l'esprit en lisant certaines questions. Ce qui est un peu inquiétant, si vous voulez, ce serait que la maçonnerie devienne aussi, pour reprendre une image qui était en vogue il y a quelques années, le jardin secret, ou mon monde d'utopie à moi, le lieu où rien de ce qui se passe ailleurs peut enfin se passer. C'est-à-dire, pour le prendre dans des termes presque hérités de la saga de Tolkien, mon précieux, disait le Gollum, hein, donc cette espèce de petit lieu que je protège, qui est ma petite boule, ma petite sphère, que je ne partage pas volontiers, sauf avec quelques-uns, et qui finalement est le seul endroit où je me sens bien. Alors, je pense que tout franc-maçon, toute franc-maçonne est passé par là. Quand on va mal, qu'on souffre, etc., on est quand même content parfois de retrouver quelques personnes avec qui on peut parler, ne fût-ce qu'être d'ailleurs, même pas parler, et là, retrouver une sorte de bouffée d'oxygène. Mais ça ne peut être qu'un état ponctuel dans la vie, un moment de la vie. Si la maçonnerie devient cette espèce de réserve où les gens de bonne volonté, souffrant, se retrouvent et à l'extérieur tout est à craindre, ou à l'extérieur ils se comportent eux-mêmes comme des prédateurs, alors j'ai bien peur que la maçonnerie ait complètement manqué son chemin. Parce que l'idéalité de la fraternité maçonnique, on a évoqué la sororité, on peut tirer un parallélisme, c'est quoi? C'est de tenter d'expérimenter ce qu'il y a le plus difficile pour l'homme, hein, c'est-à-dire être dans une proximité, une relation positive avec autrui, et une façon de vouloir construire ensemble. Pas beaucoup d'humains veulent faire ça. Ils veulent bien dominer autrui, mais dans une relation d'égalité et dans une relation où on tente de construire ensemble, d'apprendre l'un de l'autre, de se respecter pour ce qu'on est et pas pour ce que son projette sur l'autre, c'est plutôt rare. Donc, la maçonnerie tente de promouvoir un modèle comme celui-là. J'ai bien peur que si on en arrive à une maçonnerie qui est une sorte de lieu de repli par rapport à une barbarie extérieure, ce soit une maçonnerie peu tenable à terme, parce que l'objet en maçonnerie, c'est d'apprendre ça pour le transposer ailleurs. Le problème des maçons n'est pas, comme certains pourraient le croire, que je dois absolument être fraternel avec mon voisin qui est franc-maçon aussi, j'ai pas le choix, et donc je le fais. Non, la maçonnerie, c'est apprendre ensemble à être fraternel pour être fraternel avec le genre humain tout entier. En fait, de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est une orthopraxie. C'est un art de se comporter, notamment moralement, mais pas uniquement, avec l'autre. Et donc ce respect, l'objet, c'est d'universaliser. C'est pas de créer une petite coterie à soi où on le vit à quelques-uns et puis dehors le déluge. Ça, c'est vraiment une vision de la maçonnerie qui est épouvantable. Donc, il me semble que c'est vers cette idéalité-là qu'on doit tendre et non pas vers une maçonnerie, une sorte d'humanisme de repli. Ou alors, pour paraphraser mes amis chrétiens, quand ils voyaient leurs églises se vider il y a une quarantaine d'années d'ici, j'étais jeune, je m'étonnais de voir les églises se vider. Ils me disaient, c'est pas grave, on a ça dans l'histoire de l'Église, nous retournons à la chrétienté des catacombes. Bon, a priori, j'ai quand même pas trop bien vu Monseigneur Léonard, par exemple, dans les catacombes, mais bon, pourquoi pas, hein, j'ai rien contre l'image, mais est-ce qu'on a vraiment envie de redevenir les troglodytes de l'humanisme? Moi, en tout cas, pas trop pour moi. Je pense que l'idéalité des francs-maçons, qui est une idéalité démocratique, qui est une idéalité finalement aujourd'hui qui devrait être communément partagée, du moins là où les démocraties peuvent encore fleurir et s'épanouir, bah, cette idéalité-là, elle est bonne pour l'ensemble du genre humain. Elle n'est pas bonne que pour quelques personnes dans une pièce avec un soleil, une lune et un tapis, 3 bougies, on tourne autour. Ça me semblerait vraiment tout à fait une erreur très grave. Il y a une question sur les guerres de chapelle au sein de la maçonnerie, entre les obédiences. C'est aussi une question difficile parce que c'est bien qu'il y ait une pluralité, même si tout le monde rêve toujours de l'union, mais c'est bien qu'il y ait une pluralité. D'ailleurs, la pluralité n'empêche pas une forme d'union.
Le problème, c'est à partir du moment où il devient gérable. Et je m'en explique. Certaines études sur la multiplicité des obédiences en France, par exemple aujourd'hui, c'est affolant, hein, montrent qu'en fait, à peu près n'importe qui pourrait être initié en France demain. Alors, il ne pas dans les grandes obédiences. Non, sans doute pas, mais des gens qui, à mon avis, ne présentent pas du tout les qualités morales requises, ni humanistes requises, pourraient rentrer dans des plus petites obédiences et peu à peu rentrer dans des obédiences plus importantes. Il n'y a pas de conseil de l'ordre des maçons. Je peux demain visser sur la porte de ma maison grand mythe de Charnusien rectifié, grand maître évidemment moi. Personne, il n'y a pas de conseil de l'ordre. Hein. Certains maçons diront ils divaguent encore plus que d'habitude. Je peux commencer à initier des gens à n'importe quoi. Donc, c'est une grande difficulté quand les choses deviennent trop fragmentées et trop délitées. Le minimum de contrôle nécessaire pour qu'au moins des valeurs communes soient partagées disparaît. Donc ça, cette fragmentation outrancière, à mon avis, elle est nuisible. De la même façon, la fragmentation outrancière des loges, si chaque fois que quelqu'un est mécontent, on fait une nouvelle loge, qui chaque fois sont des petites entités, on perd précisément ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à se confronter à d'autres qui ne partagent pas nécessairement mes idées, mais la croyance tout de même forte que si on est ensemble, on peut davantage que si on est seul et entre soi. Donc, ce qu'il faut casser absolument, c'est l'idée que seul un bon maçon serait celui qui me ressemble. L'idéalité de la maçonnerie est tout à fait autre. Donc c'est là que je vois une difficulté dans la fragmentation excessive, à la fois des obédiences et des loges. Mais c'est un regard personnel. Quelqu'un m'a posé aussi un anonyme sur la question de la croissance par rapport à la science. Mais moi je crois, alors là je ne suis pas un expert, mais si vous voulez, c'est la science, ce sont des propositions que l'on valide par l'expérimentation, qui font l'objet d'un consensus au niveau des savants et qui après est mise en tension et évolue. Dans une multiplicité de disciplines scientifiques, nous utilisons les mots dans un sens complètement non scientifique si nous ne sommes pas des experts. Hein. Un petit garçon de 5 ans est turbulent, on dit c'est l'Édipe, ça ne veut rien dire. Bon, hein. Oui, un psychiatre peut-être peut expliquer assez bien ce qu'est l'Édipe, mais l'utiliser comme un mot fétiche n'a aucun sens. On va regarder du point de vue, par exemple, des lettres ou du point de vue de la philosophie, des concepts. Hein, on va dire, c'est la transcendance. Qu'est-ce que ça veut dire transcendance? C'est du dogmatisme. Qu'est-ce que ça veut dire dogmatique pour un théologien? Donc on emploie des mots sans connaître véritablement leur définition, on les brandit et on les utilise. Je prends un exemple contemporain maintenant qui me fait un peu sourire, c'est un pervers narcissique. Nouveau mot, toute personne qui n'aime pas son voisin, son ex-mari, son ex-femme, que sais-je encore, c'est un pervers narcissique. Bon, ça ne veut absolument rien dire. C'est un concept bien clair, sans doute pour certains psychologues, qui fait l'objet d'un demi-consensus, peut-être pas entier, et qui permet de mieux comprendre une diversité qui, quand elle touche l'humain, est très fouillante. Donc souvent, on utilise les mots dans ce sens-là. Le mot croissance, aujourd'hui, est utilisé, à mon avis, par beaucoup de politiques et par beaucoup de commentateurs, à tort et à travers. C'est un concept économique qui, tiré de son contexte, devient une sorte de mot fétiche qu'on utilise en disant si on retrouve la croissance, eh bien on sera plus riche, si on retrouve la croissance, on aura plus d'emplois, si on trouve la croissance, on sera plus heureux. Il faut la croissance. Je vous promets la croissance. Ça ne veut absolument rien dire du tout. Donc c'est, à mon avis, ça qu'il faut fustiger, c'est l'utilisation des mots dans un sens impropre, sans véritablement l'assise qui se trouve derrière, qui renvoie souvent d'ailleurs à beaucoup de modestie. C'est le débat qu'on vit d'ailleurs maintenant aujourd'hui avec la crise médicale. On consulte des experts. Un expert, c'est quoi?
si c'est un vrai scientifique, c'est quelqu'un qui partage avec vous ses doutes. C'est ça un expert. Or, les experts, qu'est-ce qu'on leur demande? Des certitudes. Donc on leur demande exactement l'inverse de leur métier. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'amener des embryons de certitude, et puis on dit après, mais ça ne fonctionne pas. Ben oui, ça ne fonctionne pas parce qu'un expert en matière médicale ou en matière épidémiologique, ce n'est pas un expert qui est en train d'essayer de réparer votre petit robot domestique et de remettre un petit moteur. Ce n'est pas ça. C'est un autre type d'expertise. Et donc, on demande à ces experts ce qu'ils ne pourront jamais nous donner. Donc, c'est souvent ça qui se passe. Ce sont plutôt des abus de langage, mais qui pèsent lourd, parce qu'à partir de là, à force d'être répétés comme des mantras, ben, ils finissent par oblitérer l'essentiel, c'est-à-dire ce vers quoi on devrait tendre, non pas le profit de quelques-uns, mais le bonheur du plus grand nombre. Alors, les autres questions, je vais peut-être les laisser pour d'autres conférences de la chère Verhagen. Elles reviendront, à mon avis. Merci en tout cas pour la richesse des échanges. Je regrette vraiment de ne pas être avec vous parce que c'est très dur. Mais enfin, bon, je vois même qu'il y en a qui me demandent où avoir un contact si on est maçon ou dans d'étrangers, etc. C'est sympa. Et donc, on va essayer de répondre. Je voudrais encore une fois remercier vivement ceux qui organisent, qui sont derrière, le professeur Schreiber tout d'abord, mais aussi Françoise de Tournai, Shannon Lawson. Vraiment, sans elle, on n'y arriverait pas. Et puis, il y en a encore d'autres, je peux vous assurer. J'oublie encore une ou deux personnes certainement, parce que c'est pas facile de gérer une communauté de 600-700 personnes qui se réunissent sans se voir. Mais je peux vous assurer que d'un autre côté, pour moi, cette année, c'est assez émouvant aussi, parce que j'ai l'impression qu'il reste un lien entre nous, qui est au fond très fragile, mais qui, s'il est bien pensé, correspond à une certaine idéalité qu'on peut projeter sur la franc-maçonnerie ou les institutions qui réunissent ces hommes et les femmes de bonne volonté. À tout bientôt et merci à tous.